Allez, bien. Je vais commencer par une petite vignette pour essayer de raccorder à ce qu'a dit Carole et à la question artistique d'une certaine façon. Actuellement, il y a un certain nombre de retraités de la coopération française qui sont en train de préparer un travail de bilan critique de la coopération française. Je trouve assez intéressant parce qu'ils y mettent leurs expériences personnelles pendant 50 ans de coopération et ils m'ont demandé bon, ils ont discuté un peu avec eux de tout ça, de les appuyer. Et bon, grosso modo, quels que soient les domaines, le constat général, c'est un échec. C'est tout de suite, je veux dire, ils arrivent à peu près dans tous les domaines, sauf un sur lesquels il y a une sorte d'unanimité pour dire qu'au moins là, ça a à peu près marché. Et ce sont le cas des centres culturels français, ou des devenus Alliance française, mais qui à l'époque s'appelait Centres culturels français, et dont l'évolution est tout à fait intéressante parce qu'au début, après les indépendances, c'était des centres de promotion de la culture française, et on envoyait des troupes faire des pièces de Molière dans ces différents centres culturels. Et puis, c'est devenu de plus en plus, et c'est ça qui marque, un outil au fond d'appui et de promotion des créateurs africains dans les différents pays où ils étaient, que ce soit plasticiens, théâtre, cinéma bien sûr, etc., musique, rap, etc. Donc, ils ont vraiment joué un rôle très important de promotion des cultures locales. OK. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que pour ce rôle-là, qui reste d'une certaine façon, il y a eu des appels d'offres extrêmement complexes, avec une instruction de 2 ans sur les différentes candidatures et des cadres logiques qui demandaient aux artistes africains de répondre à cet appel d'offres. Rien de tout ça. Ce qui se passait, c'est que les plasticiens, les hommes de théâtre locaux allaient voir les gens du centre culturel, c'est j'ai un projet, j'ai ça. Si ça matchait, bah, OK, on donnait de l'argent pour financer ça, sans grand contrôle, machin, il n'y avait pas d'audit tous les 3 ans ou tous les 3 mois, etc. Et grosso modo, voilà, c'est comme ça que ça a marché. Et donc, ma question est pourquoi c'est que là-dedans que ça a marché? Pourquoi il y a peu dans le domaine culturel que l'aide au développement, comme on dit, ou la coopération est partie des initiatives des acteurs locaux. Dans les autres domaines, c'était toujours la logique des projets extrêmement lourds et extrêmement complexes. Alors, je vais vous donner un autre exemple, alors, d'une certaine façon inverse, c'est un exemple positif, donc un exemple négatif, là, j'en manque pas. C'est un appel d'offres de l'initiative 5%, qui est dépendant d'Expertise France, qui est donc rattaché maintenant à l'Agence française de développement. Donc, on est vraiment dans l'institution de développement public sur les innovations, innovations en Afrique en particulier. Et un laboratoire africain soumet un projet assez original qui portait sur les innovateurs de l'intérieur des services publics. Tout le monde se fout. On voit bien qu'il y a des innovateurs dans le domaine de la culture, ça, il n'y a pas de problème. On en reconnaît, les agronomes reconnaissent qu'il y en a dans le domaine de la petite exploitation rurale, mais dans le domaine du service public, personne ne s'occupe de savoir s'il y a des innovateurs. On considère de toute façon que c'est parti perdu. Et en fait, ce laboratoire avait mené et voulait développer une étude sur les innovateurs intérieurs des différents services publics, santé, éducation, justice, etc. Donc, ils soumettent ça. C'est extrêmement compétitif, cet appel d'offres. Donc, ils le loupent la première fois, ils recommencent, ils le loupent la seconde fois, mais ils ont un retour qui a été l'expertise. Donc, ça, c'est pas un problème qu'ils soient pas pris. Bon, après, mais ce qu'on leur a dit est intéressant parce qu'on a dit votre projet est extrêmement intéressant, il est tout à fait original, mais il n'est pas assez bien cadré par rapport à l'appel d'offres. Je vous conseille d'aller voir, pour soumettre une troisième fois, aller voir un cabinet, un bureau d'études spécialisé dans la réponse aux appels d'offres. Ce laboratoire avait des chercheurs qui tous étaient entre bac plus 10 et bac plus 40. Et donc, ils n'étaient pas capables de répondre suffisamment dans le cadrage à un appel d'offres malgré le projet intéressant. Vous imaginez si on avait fait ça avec les artistes, ça aurait été une catastrophe totale. Donc, pourquoi c'est ça? Alors, je ne vais pas je vais pas vous cacher que ce laboratoire, c'était celui auquel j'appartiens, qui est de l'ASDEL, qui est un laboratoire de chercheurs nigériens et béninois pour l'essentiel, et au fond, qui s'est créé, juste quelques mots là-dessus, on a commencé au début, disons en 2001, avec une préhistoire un peu avant, donc ça fait 25 ans que
On a une quarantaine de chercheurs béninois et maliens dans le laboratoire. Et on avait créé au départ, à quelques-uns, pour essayer de faire exister une recherche en sciences sociales de qualité en Afrique. De qualité, c'est-à-dire capable de jouer en première division internationale et pas en quatrième division locale, si vous voulez. Et dans un monde où actuellement, les productions de connaissances étaient surtout, le monde du développement, surtout des consultants, surtout des bureaux d'études. Donc, avec l'ensemble des perspectives et des visions qu'avaient les experts internationaux, grosso modo, qui commanditent les consultants. Donc, on voulait de la recherche de qualité. Donc, ça fait maintenant 25 ans. On n'est plus les seuls, il y en a d'autres maintenant. On est en train d'essayer de faire une sorte de consortium de différents laboratoires dans 7 ou 8 pays d'Afrique en sciences sociales qui travaillent comme nous, dans différents domaines, hein, santé, justice, éducation, sécurité, collectivité locale, développement rural, et j'en passe. Mais au fond, ce qui nous intéressait le plus pendant toutes ces années, ça a été comment fonctionnent les projets de développement sur le terrain, comment fonctionnent les politiques publiques nationales ou internationales. Projet de développement, c'est jamais des politiques publiques faites par des experts extérieurs. Et grosso modo, comment fonctionnent surtout les services publics au quotidien. La réalité quotidienne d'un service public, d'information sanitaire, d'un tribunal de province, d'un commissariat, etc., etc. OK. On avait en fait deux axes majeurs. Un qui était le principal, c'était au fond, qu'est-ce que deviennent toutes ces interventions extérieures lorsqu'elles sont mises en œuvre sur le terrain. Euh, Ça a l'air tout simple, sauf que ben, il y a très peu de travaux solides qui étaient menés à l'époque sur qu'est-ce qui se passe pour de vrai, en quelque sorte, dans le monde réel, quand arrive un projet de développement, une politique publique, etc. Là, qu'est-ce qui se passe à l'interface entre des acteurs, des professionnels de développement et des populations, des acteurs locaux? Alors, on a fait au fond 30 années de diagnostic sur le fait sur le terrain. Le diagnostic sans aucune complaisance, sans non plus polémique. Le problème n'était pas ça. C'est de dire, voilà exactement ce qui se passe en faisant pour de vrai. Ça voulait dire documenter tous les écarts qu'il y a entre un projet calculé sur le papier et un projet calculé mis en œuvre sur le terrain. Ce qu'on appelle en anglais implementation gaps. Le concept est toujours assez opérationnel. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de politique publique qui, lorsqu'elle est mise en œuvre, ne connaissent pas les écarts entre ce qui était prévu et ce qui se fait vraiment. C'était aussi documenté, donc d'une certaine façon, les effets inattendus. Tous les projets de développement, toutes les politiques publiques sont ciblées et font toutes les évaluations sur les effets attendus. Dans quelle mesure les effets sont attendus, un peu beaucoup, passionnément à la folie, à tel moment, à tel moment. Et les effets inattendus, aucun des indicateurs habituels n'est capable de voir ces effets. Or, ces effets inattendus sont innombrables dès lors qu'une politique publique arrive sur le terrain, parce que les gens qui sont dans les contextes locaux n'ont pas les mêmes intérêts, les mêmes conflits, les mêmes visions des choses, le même vocabulaire que ceux qui ont formaté à Washington, à Paris, à Bruxelles ou n'importe où ces fameux projets ou politiques publiques. Il nous semblait au fond que ces diagnostics étaient indispensables pour pas simplement pour des projets de connaissance, mais aussi pour des projets d'action, pour des projets civiques. Si on était concerné, moi, on était concerné par réformer les services publics au Niger, marche très mal. Voilà. Donc on voulait aboutir, mais on pensait que ces diagnostics sont indispensables. Ça semble presque du bon sens. Comment on voulait réformer, améliorer les choses sans diagnostic sérieux. Sauf que le monde du développement n'est pas du tout, et pour les de façon, disons, systémique, c'est pas vrai, il y a des acteurs du développement qui sont parfaitement conscients de ça, mais d'une certaine façon, le monde du développement n'est pas prêt à tirer les leçons de ces diagnostics. Je vais en venir parce que je vais essayer de vous présenter quelques-unes des leçons qu'on peut dire tirer aujourd'hui de ces 25 années de diagnostic. Ce n'était pas qu'au Niger, on a fait dans à peu près la grande majorité des pays d'Afrique de l'Ouest. Mais il y a un second point. Le second point, c'est que dans ce travail de diagnostic non complaisant, si vous voulez, rigoureux, non complaisant, on a rencontré partout des exceptions admirables. Ça revient à ce que je vous disais, la solution à cette appel d'offres. On a rencontré partout des agents de santé, des enseignants,
des proviseurs, des policiers, oui, même des policiers, des juges, etc., qui essayaient de faire mieux marcher le service, qui essayaient d'améliorer la qualité des services délivrés aux populations. À leur façon, en bricolant, en pas spectaculaire, mais ils aboutissaient à une vraie amélioration locale, ancrée dans les contextes locaux. Et donc ça, c'est ce que nous donnons. Le premier point, c'est ce projet de développement, c'est au fond les réformes de l'extérieur. Le monde du développement, c'est les réformateurs de l'extérieur. Là, on s'intéressait aux réformateurs de l'intérieur. Ceux qui, dans les services publics, essayaient d'améliorer ces services publics à leur façon, mais aussi à la façon dont le contexte est structuré et organisé. Donc c'est là que j'en parlerai ça à la fin de l'exposé là-dessus. Il me semble que les deux sont complémentaires. Le diagnostic sans complaisance et l'identification et la documentation des réparateurs d'intérieur. Juste pour faire un truc un peu savant, vous connaissez peut-être la fameuse citation de Gramsci, il faut combiner le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Le diagnostic est un peu plutôt du côté du pessimisme de la raison. La recherche des réformateurs et surtout le soutien à ces réformateurs est un peu plutôt du côté de l'optimisme de la volonté. Il faut toujours, à mon avis, concilier. Donc, quelles leçons tirer de ces 25 années de diagnostic? Bon, d'abord, je vais un contexte général et après le fonctionnement de l'industrie. Contexte général, on peut assez vite passer parce que c'est un peu évident. Malgré les différents succès, on va prendre un terme de stratégie militaire, malgré les différents succès tactiques, on ne peut pas nier, dans 60 ans de développement, il y a des échecs stratégiques massifs. Ces échecs stratégiques, il y en a trois qui sont importants. Le premier, c'est tout ce qui concerne la création d'emplois et la pauvreté qui vont ensemble. Il y a actuellement un chômage massif dans l'ensemble de nos pays, au Niger comme ailleurs, chômage massif non seulement identifié, mais surtout caché. Le chômage massif dans les campagnes, il y a un chômage massif caché. On change l'élément du secteur informel et il nous montre aussi des formes de semi-chômage et de précarité énormes. Donc, c'est pour ça qu'on est pauvreté avec chômage et emploi, parce que ça semble indissociable. On peut pas traiter la pauvreté sans traiter le problème des emplois et des chômages. Et après 60 ans, c'est une catastrophe. Deuxièmement, les services publics. Les services publics, c'est vraiment une demande de services publics chez nos concitoyens énorme. On a une demande de santé, une demande de sécurité, une demande de justice qui n'est pas satisfaite. En 25 ans, je crois que je n'ai jamais vraiment rencontré dans nos milliers d'entretiens un usager d'un service public heureux, content et qui dit c'est super. C'est étonnant parce que si vous prenez les sondages d'opinion, un peu baromètre, on trouve 40% de Nigériens qui disent qu'ils n'ont jamais vu la corruption. Moi, je n'ai jamais vu un seul Nigérien qui n'ait pas vu la corruption tout le temps, etc. Vous voyez la différence entre les sondages d'opinion et la méthode qu'on fait du qualitatif sérieux dans les contextes que l'on connaît directement. Le service public doit avoir l'abondance. Dans l'éducation, c'est peut-être le pire. Si là, j'ai déjà fait le coup souvent au Niger, j'ai une assemblée de cadres nigériens, et j'ai dit, levez-moi la main, tous ceux qui mettent leurs enfants à l'école publique. Je vous jure, il n'y en a pas un ou deux qui lèveraient la main. Tellement c'est mauvais. Ils mettent tous, même les petites bourgeoisies urbaines, mettent ses enfants dans des écoles privées, tellement l'école publique est délabrée. Voilà, il faut regarder ça en France. Donc, là aussi, malgré toute l'aide au développement déversée dans l'aide au service public, le bilan d'aujourd'hui est très mauvais. Et le dernier point, c'est évidemment la dépendance à l'aide. Vous vous rappelez cette fameuse phrase de Sankara, il nous faut une aide qui nous permet d'échapper à l'aide. On en est loin, c'est-à-dire que l'addiction à l'aide ou le truc est vraiment un phénomène. Ce qui crée du fait des phénomènes de rente. C'est-à-dire chacun doit avoir sa part à l'aide. C'est la différence aussi tout à l'heure. Là-dessus, cet effet de rente, moi je veux aussi ma part. Les autres en ont et pas moi, etc. C'est une constante beaucoup dans les services publics. Voilà. Trois échecs stratégiques, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui va le fonctionnement l'aide du dispositif de l'aide? De l'industrie de l'aide. Je ne dis pas l'industrie dans un sens polémique, mais parce qu'au fond, l'aide fabrique des projets comme Renault fabrique des voitures. Pas du tout de façon polémique. Hein. C'est une industrie qui emploie des centaines de milliers ou des millions de gens à travers le monde. Enfin, c'est tout ça. Donc, quels sont les problèmes majeurs, je vois, issus de nos enquêtes sur le fonctionnement de l'aide? J'ai cinq critiques majeures.
La première, elle est liée à l'exemple que je vous ai donné, l'incroyable bureaucratisation du mode de développement. L'incroyable bureaucratisation du mode de développement qui fait que c'est un truc absolument lourd. C'est bien pour ça que l'aide culturelle qui est élite et court-circuite cette bureaucratisation en marché et que tout le reste n'est jamais fait sur ce modèle-là. Et ça veut dire aussi que l'accès à ces dispositifs d'aide est réservé à des professionnels du développement. Ça, c'est important. Qu'ils soient d'ailleurs nationaux ou internationaux, peu importe, mais des professionnels du développement. Pas aux commissaires, aux proviseurs, aux médecins, aux juges du coin. Pas du tout. Eux, ils ne peuvent pas accéder à ça. Vous pensez, nous, on n'est pas arrivés avec nos bacs plus donc c'est pas possible. Donc, vous voyez, ça réserve l'aide à des professionnels du développement eux-mêmes. Donc, ça tourne un peu en circuit fermé, si vous voulez. Le deuxième point, c'est que cette aide-là est complètement centrée sur le système des projets. Bon, bien sûr, il y a l'aide budgétaire. On ne parle pas, c'est pas mon domaine, c'est autre chose. On n'est pas vraiment. Mais le système des projets, ça veut dire des projets extrêmement sélectifs, extrêmement lourds, extrêmement chers. L'Agence française de développement, si vous ne vendez pas un projet à 2 ou 3 millions d'euros, vous n'existez pas, vous ne pouvez pas. Mais ça, je le tiens, je veux dire, c'est des gens de l'agence de l'AFD qui me le disent aussi. Entre disons, 20 000 euros et 2 millions d'euros, on n'a rien. On n'a pas de dispositif fait pour. Alors, c'est ce créneau-là où peuvent venir des acteurs locaux essayer d'être. Et au contraire, on a des sortes d'usines à gaz qui sont les projets. L'instruction d'un projet, je crois, l'AFD prend 2 ans. 2 ans. Vous imaginez ce que ça veut dire de lourdeur d'experts qui font ça à plein temps, etc. Voilà. Donc, on est sur ce que j'appelle, bon, dans la revanche des contextes, les modèles voyageurs. Les modèles voyageurs, c'est-à-dire des projets très standardisés qui doivent être à haut facteur d'impact. Et comme ils sont à haut facteur d'impact, ben on les balance partout. Mais tout le monde le fait, ce n'est pas l'AFD seulement. L'UNICEF fait des projets standardisés partout. Les pratiques familiales essentielles, c'est dans tous les pays. L'OMS, le paiement basé sur la performance dans la santé, c'est dans tous les pays, etc., etc. Donc, on se trouve avec des modèles voyageurs qui se multiplient partout et qui sont souvent présentés comme des sortes de solutions miracles parce qu'ils auraient une efficacité intrinsèque. Vous arrivez, le cash transfert, je vais donner tant d'argent aux familles pauvres toutes les fins de mois, c'est un truc miracle. Mais non, ça c'est peut-être valable pour l'ingénierie technique, mais l'ingénierie sociale, elle est extrêmement dépendante des contextes. Je vous donne juste un exemple. C'est peut-être ça. L'un des grands soucis maintenant, beaucoup d'intervenants, ONG, mais pas que, c'est les relais communautaires. On fait une intervention et on veut trouver des gens du coin qui vont faire le lien entre les professionnels du développement et les populations. Et ils vont venir expliquer aux gens, dans leur langage, puisqu'ils sont issus de la communauté locale, ils vont expliquer pourquoi c'est très bien de faire ceci ou c'est très bien de faire cela dans la santé, il y en a tout. Dire, on ne peut pas être voir le monde quotidien des ONG, etc., sans voir arriver des relais communautaires. OK. Donc, ça a l'air d'une solution formidable. Et moi, je vois un projet de santé actuellement. Oui, aide communautaire, relais communautaires, ça va marcher parce qu'ils vont être les porteurs de nos. Sauf que quand nous, on a une enquête sur les relais communautaires, on n'a pas du tout la même histoire. Les relais communautaires, d'abord, grosso modo, ils ont été embauchés souvent. Ils sont considérés comme des bénévoles puisqu'ils représentent l'intérêt des populations. Et comme ils représentent les intérêts des populations, ils ne peuvent jamais payer, puisque c'est dans leur intérêt d'une certaine façon. Donc, tous, au bout d'un moment, ils acceptent pendant 1, 2, 3, 4 mois, ils voient qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils espèrent au début être payés, puis après être recrutés, ou devenir à leur tour agent public. Et du coup, au bout d'un moment, ils en ont marre, ils font dedans, etc. Ou alors, ils font le boulot n'importe comment. En tout cas, ils sont mal perçus par les gens auxquels ils s'adressent. Moi, c'est ma voisine. Les Blancs leur demandaient de venir faire une sorte de formation, et maintenant tu vas nous expliquer des trucs alors que tu ne connais rien. Je pourrais multiplier à l'envie, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on a fait sur les relais communautaires, mais vous voyez bien la différence qu'il y a entre le côté c'est une solution miracle que effectivement beaucoup d'ONG promeuvent, et dès qu'on creuse un peu, dès qu'on est sur le terrain, dès qu'on discute avec les ménages, avec les relais communautaires eux-mêmes, etc., on voit que non, c'est pas du tout ce truc, c'est pas si simple, c'est pas si merveilleux, c'est pas si voilà, etc. Ok. Troisième problème. Énorme difficulté du monde de développement à regarder en face les problèmes réels
du monde des bénéficiaires ou du monde des cibles, comme vous voudrez, ou du monde des destinataires de l'aide. C'est-à-dire prendre en compte le monde réel est quelque chose qui semble extrêmement compliqué parce que le monde du développement n'est pas le monde réel. Et il y a un manque d'embrayage entre ce monde du développement qui fonctionne un peu en circuit fermé et le monde réel qui lui-même est décroché de ça. Il n'y a pas l'embrayage. C'est un peu ce que Carole disait lorsqu'elle disait le langage du développement brouille la réalité. Bon, je le prends d'une autre façon. La réalité est opaque au monde du développement. C'est l'autre face de la même médaille, si vous voulez. Ça veut dire que, je sais pas, quand, un exemple. Euh, on a été faire au Congo, bon, c'est assez rare que trois chercheurs nigériens, on est parti aller faire une recherche au Congo sur les filets sociaux. Filets sociaux faits par la Banque mondiale et puis l'AFD s'est mis là-dedans aussi. Il considère ça comme un grand succès, une innovation majeure parce que le projet de la Banque mondiale est dirigé par un Congolais qui lui-même est issu du ministère des Affaires sociales, donc ça montre une appropriation nationale. Le projet devait être financé par 30% par le gouvernement congolais et il était mis en œuvre sur place par les multiples, disons, animateurs sociaux, parce qu'il y a un maillage animateurs sociaux au Congo Brazzaville, oui, Brazzaville, qui est suffisant. Donc, ils étaient très contents de leur histoire. On arrive, on va, et puis on voit que rien ne se passe comme ça. Le fait qu'il y ait un directeur congolais du projet n'était pas du tout un adoucisseur ou un truc, c'était au contraire, ça crée des jalousies terribles avec ceux du ministère qui n'avaient pas été pris et qui ne voyaient pas pourquoi leurs collègues, tout d'un coup, gagnaient 3 fois plus qu'eux, avaient une voiture de service, etc., alors qu'ils s'estimaient aussi compétents que les 10 collègues. Et donc, dans le ministère, on sabotait plus ou moins le projet tant qu'on pouvait. L'État congolais qui avait dit qu'il allait payer n'a jamais payé un sou sur le 20% qu'il devait payer. Et surtout, les travailleurs sociaux, si vous voulez, qui devaient mettre en œuvre ce projet, disaient, mais on nous demande plus de boulot dans ce projet et ils ne nous payent pas. Or, on sait que c'est un projet de la Banque mondiale, on est dans l'histoire de rente, c'est un projet de la Banque mondiale, ils se sucrent là-haut, et nous qui faisons tout le boulot, on touche rien. Voilà. On dit ça, on le montre. On montre des entretiens, enfin, on sait faire notre boulot, on le montre, on le dit. Qu'est-ce qui se passe? On fait un rapport là-dessus qui rend complètement fou de rage le responsable de ce programme à l'AFD, qui ne veut plus entendre parler de nous voir, qui a refusé des entretiens, y compris sur ce rapport où on voulait lui avoir des réactions, et puis on a fait une restitution à l'AFD elle-même, alors qu'il est responsable de projet, a refusé même de venir. Vous voyez, ça, c'est pas un cas, je dis ça parce qu'il y a plein de gens à l'AFD qui ne sont pas comme lui, on est bien d'accord. Mais c'est un truc qu'on a trouvé dans plein de cas, c'est-à-dire beaucoup de nos diagnostics ont été très mal vus, que ce soit par le ministère nigérien, on est en train de gâcher leur histoire, on met du sable dans leur couscous, à cause d'eux, on donne une mauvaise image du pays, etc. Ou bien par les institutions de développement, parce que quand on dit quelque chose, on montre que le projet ne marche pas si bien qu'il le dit, ben, ça veut dire que les projets sont évalués sur leur réussite. Et les gens qui sont à la tête des projets sont évalués sur la capacité à diriger des projets qui sont des réussites. Si on commence à montrer que ce n'est pas des réussites dans un monde où tout est valorisé que par la réussite des objectifs de départ, évidemment, ça pose des problèmes. Donc, on se trouve finalement avec des problèmes, disons, des difficultés de dialogue avec les institutions de développement sur la base de nos diagnostics. On montre qu'il y a des problèmes, on montre qu'il y a des malentendus, on montre qu'il y a des discordances. Ça, c'est la vie réelle, c'est la vie de partout, du quotidien. Donc, on montre la vie réelle, et évidemment, ça ne leur plaît pas. Donc, vous voyez, ça renforce le fait que la vie réelle est mal accueillie, disons, dans le monde du développement, parce que ça crée, c'est une vie qui n'est pas simple, qui n'est pas aussi merveilleuse que ce que l'on dit. Et qui n'apparaît effectivement jamais dans les rapports. Dans les rapports, dans les évaluations, vous n'avez jamais rien de ce que sont nos diagnostics, je vous le jure. 25 ans de diagnostic, on a fait, jamais dans les rapports officiels, tout ceci n'apparaît. Il n'apparaît jamais que les sages-femmes arrivent à 9 h du matin au lieu d'arriver à 7 h 30, ou qu'elles maltraitent un peu les parturientes, alors que c'est un truc connu partout. Vous croyez que ça nulle part. Donc, ce sont un petit problème. Et les indicateurs chiffrés, je vous l'ai dit, sont centrés sur les objectifs attendus. En plus, un indicateur chiffré, ça décontextualise. Rien ne reste dans les chiffres de ce qu'a été le contexte de départ. Mais c'est dans les contextes de départ que nous, on voit ces problèmes. Si on n'est pas là, si on n'est pas dans les formations sanitaires, si on n'est pas dans les tribunaux, si on n'est pas dans les commissariats, on ne peut pas le voir. C'est notre boulot, d'anthropologue, d'être dans ces lieux-là.
Le dernier point, le quatrième point, pardon, c'est la communication des institutions de développement. Puisque vous êtes concerné par la communication, c'est incroyable à quel point la communication des institutions de développement est centrée sur les belles histoires, les contes de fées, les récits absolument merveilleux. Si vous voulez 2 secondes, un peu plus, je vais vous citer quand même un truc parce que je trouve qu'il était dans la revanche. Justement sur les filets sociaux, les cash transferts, les transferts monétaires, une brochure de la Banque mondiale. Dans une petite bourgade de la côte de Sierra Leone, Salamatou Bangoura devait souvent faire des pieds et des mains pour nourrir ses enfants. Même dans sa famille, pour vendre le poisson acheté à l'échelle du village, c'était insuffisant. Je n'avais pas assez d'argent pour préparer le repas chaque jour, se souvient-elle. Mais tout a changé lorsqu'elle a commencé à recevoir 10 dollars par mois dans le cadre d'un programme de protection sociale ciblant les familles extrêmement pauvres. Payer les frais de scolarité et investir dans son commerce. Puis, lorsqu'un drame, utiliser l'argent pour la reconstruire tout en veillant à ce que ses enfants restent bien nourris et scolarisés. Avant de rejoindre le programme, de la Banque mondiale, je n'ai rien. Mais maintenant, je peux cuisiner tous les jours et donner à manger à mes enfants avant et après l'école. Salamatou Bangoura est l'une des 2,5 milliards de personnes dans le monde qui bénéficient des filets de protection sociale, etc. Je vous passe la fin, quoi. C'est comme ça. Voilà. Vous dites, c'est la Banque mondiale? Non. J'ai vu plein d'ONG, c'est la même chose sur les brochures d'ONG internationales. C'est vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit les problèmes que pose un programme de lutte contre la pauvreté de la Banque mondiale lorsque ça arrive sur le terrain? Rien. Tout ça est complètement zappé. Et évidemment, ça les zappé dans le fonctionnement ordinaire des institutions. Évidemment, ça l'est encore plus dans la communication, dans la communication officielle. Dernier point, et c'est un peu, je les ai dit, mais je veux l'isoler. Cette aide au développement est quasi inaccessible aux projets locaux des réformateurs de l'intérieur. Je vous le dis, le proviseur, le médecin-chef de district, etc. Ils sont absolument pas, il n'y a rien, pas de guichet, pas d'aide, pas d'appui qui est prévu pour eux. Et à mon avis, ça, c'est quelque part le problème principal de l'industrie du développement. Elle n'est pas du tout une industrie de soutien à des innovations locales, à des projets locaux, à des acteurs locaux. C'est une industrie qui fonctionne quelque sorte en boucle. Il n'y a rien pour des projets simples qui soient élaborés par des acteurs africains du Sud, enfin, des projets peu coûteux, avec des solutions adaptées aux problèmes locaux. Rien, rien, rien. Pas de soutien à ces innovations. Alors, par contraste, je vous cite l'extrait d'un entretien. C'est un autre, un autre de nos chercheurs qui l'avait, c'est pas moi, mais ben, il dit, avec les ONG arabes, on n'a pas besoin de fournir des papiers. Souviens, il suffit de voir le responsable de l'ONG, lui expliquer ce que tu veux et il vient faire creuser le puits. Ils veulent seulement une prise de photo à la réception de l'ouvrage. Je ne dis pas que toutes les Qatar Charité ne fonctionnent pas comme ça, forcément, hein. Mais il y a de temps. Voilà, c'est au fond, à travers ça, on voit ce qu'ils voudraient. Ce truc impossible qui est, ben voilà, on veut un truc simple, une lettre pour un truc simple qui va régler les choses, on va demander, c'est inaccessible actuellement dans le cadre du dispositif. Alors, un mot juste sur les ONG. Les ONG font partie de ce système. Elles sont souvent en sous-traitance les unes par rapport aux autres. On a travaillé avec des ONG nationales dans plusieurs pays sur les questions de partenariat. Alors, les ONG internationales qui étaient dans ces pays étaient persuadées qu'ils faisaient du partenariat. Mais pour les ONG locales, c'était de se moquer du monde. Elles considèrent que c'est eux qui font tout le boulot, qu'elles n'ont aucun droit à la décision, et le partenariat ou la participation, c'est sur des questions totalement mineures, secondaires, etc. Et évidemment, le siège du pilote, il est occupé par les ONG internationales. Les ONG internationales eux-mêmes disent, mais ce n'est pas notre faute, nous-mêmes, on est dépendants des bailleurs de fonds qui nous donnent tel. Alors, je vais terminer par le deuxième point, c'est-à-dire ces réformateurs de l'intérieur, qui est quelque chose qui nous intéresse maintenant assez fortement, et on est en train de développer un réseau de chercheurs africains travaillant sur ces innovateurs de l'intérieur. Il faut bien préciser, parce que si on dit innovation en Afrique, immédiatement, c'est les projets. On a fait un colloque sur les innovateurs de l'intérieur. On a bien dit un appel pour les chercheurs africains d'Afrique francophone pour travailler sur les innovateurs de l'intérieur. On a eu énormément de réponses qui montrent que ça intéresse,
dans les 260 réponses, c'est beaucoup, hein, venant du cloud. Mais sur les 260, il y en avait au moins 200. Tout ce qui nous présentait comme innovation, c'était des projets venant de l'extérieur. C'est-à-dire à tel point qu'il est difficile de se dire que l'innovation peut venir aussi de l'intérieur et pas de l'extérieur, et que celle qui vient de l'intérieur peut être bien mieux adaptée que celle qui vient de l'extérieur. Euh, on en a, mais c'est des choses parfois très peu visibles. Il y a actuellement un programme de recherche du LASDEL qui porte sur, disons, la santé sexuelle des adolescentes euh, dans plusieurs pays d'Afrique. Normalement, il y a des programmes d'éducation sexuelle qui sont prévus dans la plupart officiellement dans l'éducation dans les pays d'Afrique. Ça s'appelle, je sais pas quoi, initiation à la vie familiale, je crois. Et dedans, il y a quelque chose où on va faire un minimum d'éducation sur la sexualité, la reproduction, etc. Ça emmerde la plupart des profs. Ceux que ça emmerde pas, ils sont très gênés pour parler de ça, parce que dans la culture moyenne de la bourgeoisie, ou même pas que nigérienne, parler des trucs sexuels avec des jeunes, ça ne se fait pas du tout, etc. Voilà. Bon. Mais hop, et puis en classe, quand les enseignants en parlent, ils parlent souvent avec des mots très techniques pour surtout pas pour se protéger, donc les élèves ne comprennent pas, etc. Bon, ça se passe pas très bien. On a trouvé, ils ont trouvé, dans un ou deux pays, je crois que là c'est au Bénin, mais dans d'autres pays, un enseignant de cette matière, c'est un SVT, je crois que ça se fait, et qui lui avait dit, bon, ben, je fais une boîte à questions dans ma classe, et cette boîte à questions, donc chacun peut y mettre ce qu'il veut, etc. Et lui, il prend les boîtes. Et après, ils sont anonymes. Et du coup, ça libère les élèves parce qu'ils peuvent, dans la boîte à questions, poser des questions qu'ils n'auraient jamais posées devant tous les autres. Ça fait une discussion qui n'est plus technique avec plein de mots savants, mais qui est dans le langage quotidien des rapports des adolescents, qui sont évidemment sexualisés aussi, etc. etc. Bon, vous voyez, c'est une petite innovation de rien du tout. Mais c'est quand même très important parce que ça modifie un programme d'éducation sexuelle officiel avec des partenaires qui viennent là-dedans qui ne marchent pas du tout. De fait, bah, lui, il le fait marcher dans sa classe. C'est pas rien quand même. Voilà. Donc c'est ce type de choses, hein, de gens auxquels nous nous intéressons. On l'a fait dans la santé. On a trouvé, rien que dans la santé maternelle au Niger, on a identifié, disons, 50 réformatrices, réformateurs à des niveaux très différents, mais en général de base, sage-femme, infirmier major, médecin clinicien, etc. Et on a voilà, essayé de documenter environ 200 petites innovations, de micro-innovations que personne ne voit. Enfin, c'est des trucs presque invisibles. Personne, voilà, qui va s'intéresser à quelqu'un avec une boîte à questions ou à un problème de comment régler le problème des retards au travail ou des choses comme ça. Alors, ce qui est on essaye maintenant de l'élargir. Ce fameux colloque dont je vous parlais, il y a eu des interventions bien au-delà de la santé. Il y en a eu sur les pompiers, sur l'assainissement, sur la police, sur la justice, etc. Donc, on essaye maintenant d'élargir ça avec d'autres collègues un peu partout. Au fond, ce sont des solutions endogènes à des problèmes concrets qui sont rencontrés dans le fonctionnement des services publics. On les appelle aussi experts contextuels. Dis experts contextuels parce qu'au fond, la chaîne du développement est pleine d'experts experts qui font les projets, experts qui les mettent en œuvre, experts qui les évaluent, etc. Et il manque une expertise pourtant fondamentale qui est l'expertise contextuelle, c'est-à-dire la connaissance du contexte concret. Elle est totalement absente de ça. N'importe quel grand expert de l'OMS ne sait pas comment se passe une formation sanitaire et une maternité au Niger en brousse. Je vous jure qu'il ne le sait pas, parce que même les ministres de la Santé, parfois au Niger, nigériens, ne le savent pas. On a, nous, travaillé sur la maternité centrale à Niamey. Donc, on sait exactement comment comment ça se passe. Et quand j'ai dit ça au médecin-chef, qui par ailleurs, mais que je connais bien, qui est un ami, il m'a dit, mais c'est pas possible, c'est ça qui se passe dans ma maternité. Donc, alors, je ne suis pas complètement convaincu, je pense qu'il ne regardait pas vraiment, il ne voulait pas vraiment voir ça. Et puis, il ne savait pas non plus. Donc, ça veut dire à quel point tout ce qui est la vie réelle a du mal à émerger dans la chaîne, si vous voulez, de décision de ça. Le dernier point sur ces innovateurs, ils ont aussi un énorme atout, c'est que bien souvent, ceux qu'on a repérés font marcher des projets de normes extérieures, parce qu'ils les adaptent de façon créative au contexte. Vous voyez. Donc, alors, c'est assez là aussi un exemple. Il y a un hôpital au Niger, à Tawa, où il y a 40 ans, il y a eu un projet de la Banque mondiale. Non, un projet, je crois que c'est la Banque mondiale. Vous voyez, je ne dis pas du mal de la Banque mondiale, parce que ce projet a été considéré comme marchant très bien. C'était
assurance qualité, ils appelaient ça. Donc c'était trouver des mécanismes d'amélioration de la qualité des soins, qui est le problème majeur du système de santé, c'est la mauvaise qualité des soins. Donc c'était pas mais il a bien marché, il est considéré comme étant été un succès, mais surtout nous, maintenant, quand on travaille dans l'hôpital de aujourd'hui, on en voit encore des réformateurs dans cet hôpital, comme s'il y avait une chaîne de réformateurs qui s'était poursuivie pendant 40 ans. Et en fait, si ce projet a bien marché, c'est pas forcément parce que l'assurance qualité, c'est un truc miracle, un modèle miracle. C'est parce que dedans, à l'hôpital d'Ottawa, il y avait des réformateurs déjà qui se sont appropriés, pas au sens du développement, mais au sens réel, approprié cette histoire, l'ont modifié un peu, adapté autrement, et on fait marcher ce projet. Autrement dit, quand un projet de l'extérieur marche, c'est souvent parce qu'il y a, voire principalement parce qu'il y a des réformateurs de l'intérieur qui le font marcher en adaptant. Parce que si on n'adapte pas, il ne peut pas marcher. Voilà. Alors, juste pour conclure, parfois bon, je suis dans arrive disons relativement souvent discuter avec des gens d'ONG ou dans des commissions scientifiques de différentes ONG de développement en France et qui me demandent: «Mais bon, d'accord, c'est bien joli, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut?» Alors moi, ce que je leur dis, grosso modo, c'est 2 choses. Je sais que vous êtes contraints par les bailleurs de fonds, je sais que vous avez besoin d'alimenter des projets, etc. Mais essayez quand même, le plus possible, de porter aussi, même si ce n'est pas avec beaucoup d'argent, de soutenir des projets portés par des acteurs locaux, amenés par des acteurs locaux. Et bien que ce soit des ONG toutes participationnistes, pleines de bienveillance, ils ont décoloniales si vous voulez, ou tout ce que vous voulez, elles ont beaucoup de mal à faire ça. Donc mais non, parce que quand ils ont un projet adapté, ils pensent toujours des projets que eux ont fait, mais dans lesquels ils vont associer des gens. On ne parle pas de ça. On parle de projets qui ont déjà des gens locaux et qui ne s'expriment pas forcément bien, qui ne sont pas capables de répondre avec un programme bien structuré, mais leur idée est bonne. Est-ce que ça, vous ne pouvez pas commencer à essayer, au moins expérimentalement, de les appuyer? Et la seconde chose qu'on leur dit, c'est quand vous travaillez dans un pays, prenez contact avec des chercheurs locaux compétents sur vos sujets. Il y a maintenant dans tous les pays africains de bons chercheurs en sciences sociales. Il commence à y avoir des bons laboratoires de sciences sociales. Pas tout le monde n'est pas bon, comme partout, il y a des mauvais et des bons chercheurs en France, comme au Niger, hein, c'est évident. Mais voilà, essayez de prendre contact. Si vous voulez, même vous pouvez nous dire, on peut vous mettre en contact. Si vous êtes tel pays, on connaît à peu près ceux qui font du bon travail là-bas. Il y a pas... Et là, ils peuvent cette expertise contextuelle qui vous manque complètement, parce que les gens des ONG, même quand ils résident sur place, ne connaissent pas tout ce que je vous dis, jamais. Eh ben, par contre, eux, ces chercheurs le connaissent, c'est leur métier de le faire, ça fait 40 ans, 20 ans, 10 ans qu'ils sont là-dessus, etc. Travailler avec eux. Alors, je rajoute, pour ça, comme c'est une ONG aujourd'hui, je vous le dis aussi, au cas où vous me le demanderiez, mais je peux ajouter une chose concernant la communication. Euh, je pense qu'il y a un problème justement sur faire connaître les diagnostics de terrain. Faire connaître ces diagnostics de terrain, les vraies difficultés qu'on rencontre dans les hôpitaux, dans les lycées, dans les tribunaux, ces vraies difficultés du quotidien, faire connaître tous les travaux qui en rendent compte, là aussi c'est un trou noir actuellement dans les littératures sur le développement. Il y a très peu de choses et très peu d'écho à ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui serait important. Deuxièmement, essayer de faire connaître, quand c'est documenté, ce que font ces réformateurs internes. Pas comme le truc de l'OMC avec Salamatou Bangoura, qui, grâce au programme, sort de toutes les... Non, des trucs beaucoup plus simples. Voilà, oui, je peux vous dire, je connais déjà un policier à Yaoundé qui ne prend pas d'argent lorsqu'il y a des contrevenants et qui est devenu une sorte de figure locale. Marrant. Puis après, on s'est aperçu qu'il y avait un autre aussi à Abidjan, puis un autre aussi, je ne sais pas où, c'est marrant. Vraiment, il y a des trucs assez marrants là-dedans. Mais on peut faire connaître ce genre de choses pour montrer, arrêtez avec vos histoires que toutes les innovations viennent de l'extérieur. Il y a beaucoup d'innovations et bien mieux adaptées aux conditions concrètes qui se font à l'intérieur. Et puis, pour ça, je pense que, évidemment, ça veut dire que la communication au développement ne doit pas être de la com pour les professionnels du développement. Mais je pense que si je vous dis ça, vous êtes convaincu, sinon vous ne m'auriez pas invité. Vous doutez peut-être que j'allais vous dire ça. Donc effectivement, la communication sur le développement, si c'est une communication au service des institutions de développement
et qui fabriquent des belles histoires comme Salamatou Bangoura, c'est pas la peine, quoi, je veux dire. Mais celle qui peut justement documenter ses rénovateurs de l'intérieur, bon, etc., devient quelque chose et faire connaître les difficultés réelles. Et le dernier point, comme pour les autres, oui, il faut travailler aussi avec les chercheurs africains des différents pays sur lesquels vous êtes amenés à travailler. Parce qu'au fond, ces chercheurs sont aussi des experts contextuels de second degré. Pour moi, les plus importants, c'est ceux du premier degré. Je ne vais pas mettre les chercheurs comme héros et au centre de l'histoire. Ceux qui sont les héros, ce sont ces experts contextuels qui, dans des conditions difficiles, essayent d'améliorer leur vie. Lui, ce sont les vrais. Mais en même temps, il y a quand même des experts contextuels de second degré qui sont les chercheurs et qui peuvent être utiles là-dedans. Et donc, souvent, les chercheurs, honnêtement, les laboratoires africains de recherche de qualité, je dis bien de qualité, très peu d'institutions de développement, d'ONG, y ont recours quand ils arrivent dans le pays où ils sont. C'est complètement dommage. Voilà.